Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Monaco Info. À la une de cette édition, nous reviendrons sur les deux informations principales du week-end, avec bien sûr le déplacement du président français et son épouse Emmanuel et Brigitte Macron, qui s'est achevé aujourd'hui en principauté. Une visite de la centrale de Thalassotermie du Larvoto, une escale au musée océanographique, la signature d'un avenant à la convention douanière de 1963. Vous revivrez ces temps forts du week-end. Et puis nous reprendrons la direction du Blue Economy and Finance Forum. La deuxième journée a été marquée par la présence de nouvelles personnalités internationales de haut rang. Quelle a été la teneur des discussions? Que faut-il en retenir? Nous serons sur place et nous recevrons ensuite le vice-président du forum, Pascal Lamy, qui nous dressera son propre bilan. Avant de revenir sur les événements de ce dimanche, regardez ces images. Le Palais Princier a accueilli un dîner d'État hier soir. De nombreuses personnalités, membres des délégations monégasques et françaises étaient présentes, comme vous le voyez, dont les deux invités d'honneur, le président et son épouse Emmanuel et Brigitte Macron, reçus dans la cour par leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène. Au moment de porter un toast dans la salle du trône, les deux chefs d'État ont prononcé des discours mettant à l'honneur l'estime et l'amitié qui unit leurs deux pays, ainsi que l'importance de leur coopération pour la préservation des océans, alors que la conférence des Nations Unies s'ouvre ce lundi. En voici quelques extraits commentés par Geneviève Berthy. C'était un moment parmi les plus attendus de cette visite d'État, l'échange des traditionnels toasts avant le dîner d'État offert par le couple princier au couple présidentiel français aura tenu ses promesses d'amitié et d'engagement. Le prince de Monaco a tout d'abord souhaité avoir une pensée pour la communauté française qui vit Monaco. Français et monégasques vivent, travaillent et entreprennent ensemble, dans une proximité qui illustre la force d'une véritable communauté de destin, consacrée par notre traité d'amitié et de coopération de 2002. Il a ensuite choisi d'y associer la communauté française qui fait Monaco au quotidien. Permettez-moi justement de rendre hommage à la communauté française de Monaco, si active et précieuse, et de saluer ici son engagement dans tous les domaines de la vie économique, sociale, culturelle et sportive de la principauté. Le prince de Monaco a également placé la relation franco-monégasque dans l'action de la politique concrète, en faisant allusion à ce qui a animé la scène médiatique ces derniers jours. La principauté de Monaco sait pouvoir compter sur le soutien de la France, aujourd'hui et demain, comme par le passé, pour l'appuyer dans la reconnaissance de ses efforts d'adaptation aux nouveaux standards européens et internationaux. Il a conclu son propos sur une note d'actualité mondiale en mettant son attention sur le sommet de l'UNOC qui s'ouvre à Nice. Avec la princesse Charlène, avec ma sœur la princesse Caroline, et vous tous, je lève mon verre à la santé du président de la République française et de son épouse. Là, il faut attendre. Toujours. À la prospérité du peuple français, à l'amitié durable entre la France et la principauté de Monaco et à la protection de notre bien commun, l'océan. Une attention que le président français a immédiatement reprise. Monseigneur, vous vous inscrivez, et pas seulement par votre prénom, dans cette lignée de sang bleu océan. Vous écrivez vous-même dans votre essai « L'homme et la mer » que vous auriez désiré être scientifique. En réalité, cette vocation, vous l'avez réalisée. Vous êtes devenu l'expert et pédagogue des océans, de la vie sauvage, de l'harmonie entre l'être humain et la planète. Prince héréditaire, puis tout au long de votre règne, vous n'avez eu de cesse de plaider, alerter, expliquer, encourager, découvrir, soutenir, au prix d'un immense engagement physique et moral. Je crois que vous êtes le seul chef d'État au monde à vous être rendu aux deux pôles, le Nord et le Sud. On ne compte plus le nombre de fois où vous avez plongé dans toutes les mers du globe, équipé de masques, de bouteilles d'oxygène, ou quand les profondeurs augmentaient, au fond de fosses océaniques, à bord de sous-marins de poche. On me dit même que vous auriez plongé sous la banquise. Avec un cadeau pour le prince. Quelque part dans l'océan Indien, et je veux le dire ici pour tous vos convives, il existe désormais un mont sous-marin Prince Albert II. Avant de lever son verre, Emmanuel Macron a salué l'engagement pionnier du prince de Monaco pour les océans. Vous avez précédé les autres leaders mondiaux dans votre combat pour la protection des océans qui vous a mené à la tribune des Nations Unies depuis 1993, puis à la COP 21 à Paris en 2015 et puis plus récemment à SOS Océan. En 2024, vous avez été le premier État d'Europe et de Méditerranée
a ratifié le traité international pour la protection de la haute mer et de la biodiversité marine, dit BBNJ, l'un de nos combats pour les jours à venir. En soulignant à sa manière la dimension que cet engagement princier a conférée à la principauté de Monaco. Il n'y a donc pas de petits pays, il n'y a que des pays qui choisissent de grands combats. Vous en êtes. Pour terminer enfin sur une promesse d'avenir et de fidélité. Au prince, vos enfants, je voudrais dire ceci. La France est à vos côtés et elle le sera toujours. Vive Monaco, vive la France et vive l'amitié franco-monégasque. Aujourd'hui, la journée a démarré à l'hôtel Hermitage par un petit déjeuner ministériel entre les délégations françaises et monégasques, réception qui s'est conclue par la signature d'un avenant à la convention douanière signée à Paris en 1963, avenant qui vise à préciser le cadre juridique permettant l'échange d'informations entre les deux États. C'est l'un des points majeurs de cette visite officielle en principauté. Un peu plus tard dans la matinée, le prince Albert II et le chef de l'État français se sont rendus sur la promenade du Larvoto pour y visiter Siwergi. Vous savez, c'est là que se trouve cette centrale de thalassothermie qui permet de transformer l'énergie de la mer pour produire de la chaleur ou du froid. C'est comme ça que l'on peut chauffer ou climatiser des bâtiments comme l'hôtel Fairmont qui en bénéficie déjà de manière totalement décarbonée et sans perturber l'écosystème marin. Cette visite s'inscrit donc parmi les solutions durables pour préserver l'environnement marin qui sont au cœur des discussions dans le cadre de la conférence des Nations Unies sur l'océan. Et alors que les deux chefs d'État se trouvaient à Siwergi, la princesse Charlène a souhaité faire découvrir à Brigitte Macron une action qui lui est chère, celle de la fondation qui porte son nom et permet de lutter contre la noyade et favoriser l'apprentissage des gestes qui sauvent en milieu aquatique. C'est une session de water safety qui a été organisée à la piscine du stade Louis II et à laquelle ont pu assister Patricia Navarro et Sylvain Péroumal. C'est une opération qui s'est exportée au-delà des frontières. Les Water Safety Days de la Fondation Princesse Charlène ont déjà permis à des dizaines de milliers de jeunes enfants d'apprendre des gestes précieux et d'acquérir des réflexes vitaux en milieu aquatique. Et c'est cette action phare de sa fondation que la Princesse Charlène a fait découvrir à Brigitte Macron. Cette dernière, très attentive et convaincue de la pertinence du projet, a parcouru les bords des bassins, écoutant les explications de la princesse, qui a présenté avec enthousiasme le fruit de plus de 10 ans d'expérience et d'expertise. Je crois que c'est un moment exceptionnel que nous avons vécu aujourd'hui, parce que c'est une cause qui est exceptionnelle. Et le travail qu'a réalisé la princesse Charlène de Monaco avec sa fondation, il est unique au monde et il est remarquable. Un, parce qu'il sauve des milliers de vies. Et à chaque fois qu'il y a une noyade, quand c'est un enfant, quand c'est un adulte, c'est toujours un drame. Et donc, le travail qui est effectué ici par toutes les équipes que nous avons vues, qui font un travail exceptionnel, il permet de sauver des vies et surtout d'apprendre à nos enfants à nager, qui seront les adultes bien évidemment de demain, de porter les premiers secours et donc de pouvoir sauver des vies. Et puis surtout, d'avoir cette conscience que la mer, l'eau, ça peut être un danger mortel. Une dizaine d'ateliers avaient été installés dans les différents bassins de la piscine du stade Louis II, illustrant cette cause commune qui anime de nombreux acteurs de la principauté autour de la Fondation Princesse Charlène. Tout le monde travaille depuis si longtemps, je dirais depuis 2012-2013, d'arrache-pied au quotidien, que ce soit en lien avec, parce que c'est ça la force de Monaco. La Croix-Rouge travaille avec Amao, qui travaille avec le comité olympique, qui travaille avec la Fondation Princesse Charlène de Monaco, qui travaille à son tour avec la DENJS et le gouvernement dans son ensemble. Donc c'est vraiment un travail commun qui permet de faire des choses magnifiques comme celle-là. Ces choses qui sont la sensibilisation à la noyade pour permettre aux enfants d'apprendre à nager très tôt. Ça, c'est vraiment le leitmotiv de la Principauté de Monaco. D'apprendre à sauver quelqu'un, aussi bien sur terre que dans l'eau, et connaître tous les gestes qui permettent justement d'intervenir en toutes circonstances. Preuve de cet élan qui mobilise autour de la cause portée par la princesse Charlène, une centaine d'enfants et une quarantaine de bénévoles avaient répondu présents à cette opération destinée à faire connaître et partager un savoir-faire avec la première dame française, une initiative qui pourrait ainsi donner des idées côté français et faire des émules.
Autre escale matinale de la visite d'État, le musée océanographique, l'incontournable temple du monde marin à Monaco. Guidé par Robert Calcagno, le directeur de l'Institut océanographique, le prince Albert II et le président Macron ont pu échanger avec des scientifiques et des entreprises qui leur ont proposé des solutions innovantes pour protéger nos océans. Reportage de Sarah Nkari et Alexandra Marangoni sur place. Le musée océanographique joue un rôle central dans la sensibilisation et la protection des océans. C'est donc tout naturellement que la visite d'État du président de la République française sur le même thème prévoyait un passage par cet établissement. Créé par le prince Albert Ier, précurseur des sciences marines, le musée est le navire amiral de l'Institut océanographique piloté par Robert Calcagno. Le directeur a accompagné Emmanuel Macron à la découverte de différentes entreprises monégasques innovantes comme Grogenix, focalisé sur le fléau des sargasses. Ce sont des algues qui échouent sur les plages et qui ont plusieurs inconvénients. Le premier, c'est qu'au niveau touristique, les plages sont inabordables, sont finies. Toxicité, parce que ça émane des gaz toxiques pour la santé humaine, ça crée du méthane, et donc c'est un fléau. Et nous, ce fléau, on en fait une ressource. On récupère les sargasses dès qu'elles arrivent, voire avant, parfois avec des petits bateaux, et on en fait du compost et du biochar. Il a pris ma carte de visite, il a demandé à ses collaborateurs d'en prendre plusieurs, parce qu'il voudrait que nous intervenions dans les problèmes de la Caraïbe française, ce qui est formidable. Pour Coralliotech, start-up valorisant de son côté les coraux, les échanges avec Emmanuel Macron ont également été très fructueux. Il a posé des questions d'abord sur la science, sur la technologie, sur la façon dont ça fonctionne et puis les secteurs cibles. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que nous avons une diversification sectorielle possible avec l'ensemble des données génétiques que nous avons recueillies, à la fois le secteur de la pharmaceutique, de la cosmétique, de l'environnement. Et du coup, il a poser des questions sur cet aspect-là et ensuite il a voulu savoir effectivement comment éventuellement on pourrait faire pour travailler ensemble en France. Le combat historique de Monaco pour la sauvegarde des océans aura, tous l'espèrent, inspiré le président Macron avant la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, parce que protéger les océans, c'est protéger l'humanité. L'autre temps fort de ce dimanche, je le disais en titre, c'est bien sûr le Blue Economy and Finance Forum. Pour la 2e et dernière journée, le Grimaldi Forum a accueilli de nouveaux visages internationaux du monde de l'économie, de la finance et de la politique. Émilie Rousseau, on vous retrouve sur place, des visages très connus et des échanges fructueux aujourd'hui. Oui, et autour de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, on pouvait retrouver le président français Emmanuel Macron ainsi que le président du Costa Rica Hugo Chavez, tous deux co-organisateurs de l'UNOC qui débutera ce lundi à Nice. Était également présent le Prince de Galles ainsi que le président brésilien Lula. Tous étaient réunis pour assister aux conclusions du Blue Economy and Finance Forum ici au Grimaldi Forum. I believe that those who were capable of shifting their priorities once will be capable of doing so again. That their economies are not defined solely by a handful of political decisions. These economies remain dynamic, innovative, and driven by generations of responsible entrepreneurs, scientists, and consumers, some of whom are here with us today. I trust that they will soon stand with us again in addressing the major challenges that bring us all together. C'est un événement qui entendait faire bouger les lignes. Après 2 jours de débats, d'échanges et de discussions, le Blue Economy and Finance Forum s'est clôturé sur des engagements encourageants. Depuis Monaco, un appel a été lancé pour porter les solutions dont le monde a besoin, porter le message que l'économie bleue est une réalité et qu'elle est au cœur des enjeux actuels. C'est un devoir politique, éthique, scientifique de continuer à financer une science libre et ouverte et qui coopère, de continuer à comprendre, à chercher et à baser nos décisions sur cette science libre. Halfway through this decisive decade, I call on all of you to think big in your actions. Let us act together with urgency and optimism while we still have the chance. For the future of our planet, for the future generations, we must listen to the words of Sir David Attenborough. If we save the sea, we save our world. Prendre des mesures audacieuses, passer à l'action. Sur scène, les mots utilisés font écho aux propos tenus durant le BEF, le plus grand sommet au monde organisé sur l'économie bleue. C'est un moment majeur, je pense, d'abord pour rappeler l'importance de l'économie bleue, mais surtout pour construire un schéma financier
qui aidera à la restauration de la biodiversité et au financement des initiatives. Et c'est ce qui a été fait de manière formidable par toutes les équipes ici pour l'organiser, et puis par Pascal Lamy et Liliana Sel, qui sont les deux co-chairs du BEF. En clôturant ce forum, chefs d'État et de gouvernement, mais aussi scientifiques et investisseurs, espèrent faire émerger une nouvelle dynamique de coopération internationale autour des océans. Ce Blue Economy and Finance Forum aura posé les bases sérieuses et dressé des perspectives concrètes, alors que débute lundi, à Nice, la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Et pour conclure cette riche session d'échange autour de l'économie bleue, le vice-président du Blue Economy and Finance Forum, Pascal Lamy, nous a accordé une interview aujourd'hui. Il est revenu sur les temps forts de l'événement et ses enseignements au micro de Christophe Pacaud. Pascal Lamy, bonsoir à vous. Bonsoir. Un sommet ô combien important, celui de Monaco, et ensuite suivra Nice, bien sûr. C'est le moment de se mobiliser, il était temps pour les océans. On est à la 30e conférence des parties sur le climat et à la 3e sur l'océan. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se dépêcher parce que océan-climat et climat-océan, ça marche ensemble pour une grande partie des difficultés et des opportunités de l'océan. Et donc il faut effectivement accélérer la présence des questions océaniques dans l'agenda international et notamment dans la question du financement. Vous savez ce que c'est que le commerce mieux que quiconque. Aujourd'hui, on a besoin de cet argent. Le delta est impressionnant entre ce qu'il faudrait avoir et ce que nous avons aujourd'hui. On parle de 35 milliards par an, il en faudrait 170, c'est bien cela. J'ai fait mes comptes. Oui, alors ça, c'est les chiffres théoriques. Nous sommes partis avec la principauté, avec le gouvernement français, avec le gouvernement Costa Rica. Nous sommes partis du principe que il fallait arrêter de se lamenter justement sur ce grand trou pour partir de ce qui marche. Et on a passé beaucoup de temps à ramasser 200 initiatives dans ce monde pour à peu près 25 milliards d'euros, de manière à démontrer que l'économie bleue investit, ça marche. Qu'investir dans l'économie bleue, c'est une bonne affaire, et ça peut permettre d'arrêter la dégradation des océans. À partir de là, cet événement aura aussi servi à ramasser davantage d'investissements, mais pas tellement sur la base qu'il faudrait qu'on investisse davantage, mais sur le fait que c'est intelligent d'investir davantage. Mais comment vous arrivez à les convaincre? Parce que depuis des années, on sait qu'il y a urgence climatique. Comment aujourd'hui vous pensez encore plus les convaincre? Quelles seront les retombées économiques pour eux quand on investit? On va dire, si j'investis 100 millions demain matin, qu'est-ce que vous m'offrez ensuite en retour? J'attends longtemps. C'est la réponse que donnent ces 20 initiatives qu'on a prélevées dans les 200 qu'on a ramassées pour démontrer qu'il s'agisse d'énergie, de biotechnologie, de protection, de dépollution, de décarbonation. C'est une bonne affaire. La preuve, c'est qu'il y a déjà pas mal d'argent qui y va. Il en faudra davantage, mais on est à Monaco ici, on sait très bien que l'argent, il ne vient pas juste parce qu'on en a besoin. Il vient parce que c'est intelligent d'investir. C'est intelligent d'investir. Qui dit commerce dit aussi création d'emplois, c'est important, il ne faut pas le négliger. Ça va avec. Ça va de pair, oui. Ça va avec. Simplement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a d'énormes opportunités qui ne sont aujourd'hui pas mises en œuvre dans les milieux océaniques. Si on veut que ça profite à l'humanité, et la théorie nous le dit, il faut qu'on arrête de dilapider ce capital, ce que nous continuons à faire obstinément. Et donc, au fond, si on n'arrête pas la dégradation des océans, c'est comme si vous étiez assis sur un trésor et tous les ans, vous démolissez une partie du trésor en question. Forcément, à la fin, il ne va pas rester grand-chose. Et ça, c'est ce mouvement-là qu'il faut comprendre. Il y a un intérêt des deux côtés, du côté économie-finance et du côté environnement, à se mettre ensemble pour investir dans l'océan. Vous le dites souvent, c'est la nature qu'il faut protéger. Ça, on ne l'oublie pas. Et c'est la nature qui nous aide à produire tous ces biens aussi que nous avons aujourd'hui, ces services. C'est un des avantages de l'économie bleue par rapport à l'économie verte, si je puis dire. Si vous voulez,
Si on regarde l'hydrosphère, la solosphère et l'atmosphère, l'hydrosphère est celle qui se régénère le plus vite et le plus toute seule. Vous prenez une zone océanique dégradée, vous lui foutez la paix pendant 5 ans, 5 ans après, elle sera en bon état. Sur le sol ou dans l'air, c'est beaucoup plus compliqué, et c'est pour ça d'ailleurs, et on le sent bien quand on voit les gens qui sont les acteurs de ce Blue Economy and Finance Forum, il y a une dose d'optimisme sur l'économie bleue qu'il n'y a pas forcément sur l'économie verte. L'économie bleue est toujours une économie durable aussi, c'est une évidence. Par définition. Ce qu'on appelle l'économie bleue, c'est on produit des biens et des services, mais de manière soutenable. Il faut continuer, bien sûr, il faut garder cet espoir, et vous l'avez, cet espoir, cet optimisme. Il faut continuer sur la base de ce qui marche. Or, je crois que ce que nous avons démontré, ce que nous démontrons ici, c'est que ça marche. Et donc, si ça marche, c'est beaucoup plus facile de convaincre qu'il faut en faire davantage. Investissez. Merci 1000 fois, Pascal Lamy, d'avoir pris du temps pour nous dans ce forum. Merci à vous. Voilà, et la visite d'État s'est terminée par une escale au Yacht Club de Monaco pour le couple présidentiel français, le couple princier et leur délégation, avec un déjeuner, le dernier avant la fameuse et très attendue conférence des Nations Unies sur l'océan qui débutera officiellement demain à Nice, événement que vous pourrez vivre évidemment sur Monaco Info tout au long de la semaine prochaine. Avant de refermer ce journal, une information de dernière minute, la Roca Team vient de s'imposer 74-64 face à l'Asvel sur le parquet de Gaston Médecin. C'était le match 3 des demi-finales de Batclic Elite, une nouvelle performance gagnante pour les hommes de Vassilis Panoulis qui avaient déjà réussi à égaliser brillamment jeudi dernier. L'équipe reprend donc la main en bonne forme pour le 4e et dernier match de demi-finale, espérons-le décisif, qui se jouera mardi à 21h en Principauté. Nous en reparlerons dans notre prochain JT. Voilà pour cette édition marquée par cette actualité très spéciale ce week-end à Monaco. Merci à vous de nous avoir suivis et merci pour votre fidélité. Dans un instant, Sarah Nkari vous attend pour les prévisions météo. Ensuite, vous avez rendez-vous avec Yann-Anthony Noguès pour 19h dimanche. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez retrouver les podcasts de Monaco Info sur toutes les plateformes d'écoute, dont celui de Charlotte Casiraghi, fondatrice des rencontres philosophiques de Monaco, qui seront également au cœur de l'actualité la semaine prochaine. Demain, c'est Patricia Navarro qui vous accueillera pour votre journal. Excellente soirée sur notre antenne et à bientôt. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, bonne nouvelle, la journée s'annonce ensoleillée et très agréable demain, jour férié, avec un ciel dégagé du matin jusqu'au soir. La température minimale avoisinera 19 degrés et la maximale atteindra 24 degrés. À l'ombre, une légère brise marine soufflera sur la Principauté, apportant un peu de fraîcheur, toujours bienvenue. Cette météo radieuse vous permettra de profiter comme il se doit de ce lundi de Pentecôte. En soirée, la température restera douce, mais un gilet léger pourrait être utile. Nous fêterons ce 9 juin la Sainte Diane et célébrerons la journée internationale des archives. Belle soirée avec nous sur Monaco Info. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.